Bonjour les copains, bienvenue pour un nouveau podcast de la collection La Bande à Strange, podcast consacré en fait aux vieilleries entre guillemets de l'époque Lug, de l'époque Sémique, de l'époque Arédite, etc. C'est un podcast, c'est une série de podcasts destinés aux vieux lecteurs comme moi, entre guillemets, que j'ai tendance à dire de manière un peu affectueuse que comme les vieux cons comme moi. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une date importante, d'un comics qui a marqué son époque parce que je trouve que ça a été vraiment comment dire, une grosse claque à l'époque. On va parler de un récit complet Marvel numéro 30 qui s'intitule Jungle Saga et qui, dans son sommaire, réunit deux aventures qui ont quelques points communs. Alors, qui ont pour point commun principal de se dérouler euh, dans la jungle et de confronter les héros à des dinosaures. Donc évidemment, on est dans quelque chose d'assez loufoque, d'assez classique aussi dans les comics, hein, de faire ce genre de choses. Alors Jungle Saga, ça a tout de suite rappelé quelque chose pour les vieux cons comme moi, c'est la claque Mike Mignola et on va y revenir. Alors, Jungle Saga, c'est un comics qui est publié par Semic au mois de mai 91. Aux États-Unis, c'était comment dire ça, c'était alors, The Jungle Adventure, plus précisément Wolverine pardon, The Jungle Adventure, qui est sorti en 1990. Et l'autre saga qu'on va retrouver dans cet album, c'est les épisodes 6 et 7 du Punisher War Journal, sorti comment dire, en 89 aux États-Unis, On the Track of Unknown Animals et Endangered Species, pardon, euh, qui eux sont scénarisés par Karl Pott et dessinés par Jim Lee. Donc vraiment ce récit complet Marvel, c'était deux grands dessinateurs qui se rencontraient et quand on était môme, on s'en rendait pas compte quoi, qu'on allait avoir deux immenses stars du comics réunis dans le même récit complet. Alors ces deux aventures, hein, Wolverine pardon, The Jungle Adventure et le Punisher War Journal n'ont aucun rapport, si ce n'est donc thématique et le fait d'avoir Wolverine dans chaque saga. Et donc, ce que je vous propose dans ce podcast, hein, comme très souvent dans la bande à Strange, bah, c'est de feuilleter cet album et de se remémorer ensemble les souvenirs voilà. C'est un podcast clairement nostalgique. Alors, The Jungle Saga, déjà, moi, ce que je trouve incroyable dans ce récit complet, c'est la cover, quoi. La couverture de dingue de Mike Mignola. Comment dire, déjà le design est fabuleux, quoi. Enfin, moi je trouve ça excellentissime. On a donc au milieu de l'image Wolverine et Apocalypse en train de se foutre sur la gueule, ou plus précisément Wolverine qui est en train de foutre sur la gueule à Apocalypse, un méga coup de griffe. En arrière-plan, on a un T-Rex, on a des hommes préhistoriques, et au premier plan, on a, bah, faut quand même bien le dire, le postérieur d'une jeune femme qui porte une espèce de culotte peau de bête, dans la plus pure tradition Frazetta. Hein, d'accord, cette manière de représenter comment dire, ce personnage féminin de dos, moi, immédiatement, ça me fait penser à Frazetta. Et quand on commence à faire référence à Frazetta, tout de suite, on sait qu'on est entre potes. Non, quelle claque, cette couverture. J'imagine la gueule des gérants de kiosques et de maisons de presse en 91, quand ils reçoivent cet album, qui doivent le mettre en magasin, en rayon, quoi, et qui doivent le mettre en rayon jeunesse, livre pour enfants, hein, et que donc il y a ce design. Sincèrement, c'est fabuleux, quoi. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Allez, on continue, on poursuit. The Jungle Saga, donc la page de titre, c'est publié chez Semic, hein, c'est pas une publication Lug, Semic avait déjà repris les droits comment dire, de, de Lug et de Panini, de Panini, non, de Marvel, pardon. Et donc, mais ça s'était fait dans la continuité, quoi. On s'en rendait pas forcément. Le gamin qui n'était pas très observateur se rendait même pas compte forcément que ça avait changé de créneau. Sur Jungle Adventure, pardon, on a Walter Simonson au scénario, Mike Mignola au dessin et Bob Bouyasek à l'ancrage. Et pour le Punisher War Journal, on a Carl Potts au scénario et Jim Lee, comme nous informe la page donc, de titre. L'histoire démarre, donc on va démarrer tout de suite avec Jungle Adventure hein, de Mignola. Donc on est sur du grand Mignola, là, quand même.
Enfin, je veux dire, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le dessin, il est juste hallucinant, quoi. Enfin, on est sur du Mignola ancré par Bob Wiacek, ce qui se rapproche déjà beaucoup plus de ce que fera Mignola plus tard quand il sera sur Hellboy, quelques années après. On est plus très très loin. On s'éloigne aussi un petit peu de ce que faisait Mignola période d'ici. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on est déjà dans quelque chose de bien plus brut que ce qu'il faisait sur la période d'ici, période sur laquelle, par exemple, il a été ancré par P. Craig Russell. C'est juste un exemple, hein. Et où il y avait quand même un peu plus de finesse dans le trait. Enfin, l'encreur rajoutait un petit peu plus de finesse. Là, on commence à aller dans le brut de chez brut. Je repense aussi à ces épisodes sur Hulk, ancré par Jerry Talahawk, ou ce qu'il a fait sur la division Alpha. Vraiment, là, on n'est plus du tout là-dedans. On reconnaît le style, l'omniprésence des aplats noirs, rien que sur la première page, hein, cette espèce d'homme préhistorique avec une peau de bête sur le visage qui parle d'un homme, d'un dieu descendu sur Terre. Là, clairement, on est là-dedans. On est donc dans du Mignola pré-Hellboy, mais qui va pas tarder à sauter le pas. Ça démarre, bon, c'est pas les dieux se sont tombés sur la tête, hein, mais en gros, là, on commence in media res, hein. Nous avons des hommes préhistoriques qui sont autour d'une espèce de menhir sur lequel il y a un briquet et ils invoquent les dieux. Et là, il y a une espèce d'ULM qui descend et c'est Wolverine qui sort, qui récupère son briquet sur lequel il y a marqué Nick Fury à Logan de la part de Nick. C'est un briquet Shield, hein, tu vois, ça déconne pas. Le mec, il est badass. Et là, il commence à discuter avec ces hommes préhistoriques. Alors, c'est vrai que ce début, il est surprenant parce que, putain, mais des hommes préhistoriques et Logan qui déboule en ULM, c'est quoi ce beans? Alors, il y aura un flashback par la suite qui va expliquer la situation. Et là, bah, il est pris en grippe parce qu'il semble être le chef de la tribu, hein. On apprendra qu'il s'appelle Gak, qui remet en cause le fait que ça soit un dieu descendu du ciel. Donc là, méga baston avec ce Gak en question. Alors le Gak, il apporte une espèce de masque africain sur le visage. Bon, c'est l'occasion pour Mignola de nous faire déjà une première scène de baston dans cette histoire. Ça fonctionne très très bien. Et donc le fait qu'il ait réussi à bastonner ce premier adversaire, bah, tous les autres hommes préhistoriques sont à ses pieds et le considèrent comme le nouveau chef de la tribu. Ce qui va plutôt pas mal à Logan, qui est plutôt content de lui. Et là, il voit débarquer le type qu'il a défoncé le soir même, une fois que Logan s'est installé dans sa grotte. Il voit ce type-là arriver toujours avec son masque. Et la stupeur, quand il enlève son masque africain, qu'est-ce qu'il y a sous les peaux de bête et sous le masque? Et ben, en fait, c'était pas un homme, c'était une femme. Et elle s'appelle Gak. Et bon, elle est bien charpentée, hein. Je veux dire, elle est costaud la nana. Et là, ben, c'est pour Mignola l'occasion d'introduire une espèce d'érotisme un peu sous-jacent. Enfin, il dessine ses formes, mais il reste quand même, mine de rien, assez léger là-dessus, parce qu'on est quand même dans une publication Marvel. Mais voilà, il y a quelque chose de clairement érotique dans cette scène. Rien que la chute de rein de la jeune femme en dit long. Et bon, bah voilà, Wolverine. Ouais, il accepte de bécoter la jeune fille et elle lui explique mais d'où tu viens et c'est l'occasion de ce flashback où en fait Logan allait à une avant-première à Broadway et on lui a demandé il a un rendez-vous bidon parce qu'il sait très bien que c'est pas on lui dit oui c'est comment attendez, c'est marqué là viens me retrouver derrière le théâtre vite signé Jean Grey. Il sait très bien que c'est pas Jean Grey, il y va quand même parce qu'il flaire bien le truc louche. Il tombe sur un type qui l'agresse, qui a l'air doté de pouvoir, notamment il peut lancer des rayons laser de sa main. Et là, Logan se rend compte en fait que ben, c'était une espèce d'androïde et il décide de remonter sa trace. Et sa trace l'amène en terre sauvage, ce qui explique pourquoi nous avions affaire à des hommes préhistoriques. Tatan. Donc la boucle est bouclée et en fait Logan il enquête sur cette histoire de il cherche à comprendre ce qui se passe et ben, en côtoyant cette tribu. Alors ce qui est pas mal, ce qui est vraiment bien fait dans cette histoire, c'est que le fait d'être avec cette tribu d'hommes préhistoriques, donc sauvages, primitifs, il se rend compte aussi qu'il aime cette vie primitive. C'est-à-dire que, et clairement, Mignola, il crée un contraste entre cette vie, on va dire, civilisée, où il va à Broadway pour assister à une pièce de théâtre, et le Logan torse nu, tout poil hirsute, avec les autres hommes préhistoriques, ça marche bien, quoi. Là, il y a des planches, bon sang, mais ces planches avec Logan, avec des diplodocus en arrière-plan, avec la lune, là, qu'est-ce que ça fonctionne bien.
Et bon, évidemment, hein, ça va être l'occasion de mettre Logan face à des dinosaures, donc bah, on y va, quoi, hein, tant qu'à faire. C'est pas le problème. Et donc Logan se- comment, s'insère de mieux en mieux dans cette tribu, jusqu'au jour où il y a un des gamins de la tribu qui a disparu, et donc Logan va devoir traquer, remonter la piste, ce gamin. Enfin, il a disparu parce qu'il veut chasser un dinosaure, une espèce de dinosaure totémique comment dire, qui est un énorme dinosaure qui, évidemment, il aura toute la gloire s'il réussit à le buter. C'est un T-Rex, hein. Le gars, il est un peu, un peu con quand même, parce que pour aller chasser un T-Rex tout seul, bon, faut quand même un peu y aller. Et là, bah, Logan, il va, quoi. C'est-à-dire que, alors, en attendant, on a quand même la scène où tout le monde doute de Logan, bah tiens, finalement, c'est peut-être pas un dieu. Donc, il y a un des hommes préhistoriques qui lui fout carrément un pieu dans le bide. Et là, on a cette planche avec Logan qui tient le pieu enfoncé dans le bide et qui, évidemment, il la retire et puis ça se soigne tout de suite, quoi. Donc, tout le monde est là, ah bah non, finalement, c'est bien un dieu. Et hop, c'est parti. Logan sur les traces du T-Rex. Bon, alors évidemment, Mignola s'en donne à cœur joie, hein. On a des super planches, là, encore une fois, avec ce T-Rex tout dedans dehors. Logan qui saute au-dessus des arbres là, pour essayer de s'en sortir. Il est minuscule, le Logan, face au T-Rex. On est sur une période pré-Jurassic Park, hein, donc évidemment, ça faisait rêver à l'époque ce genre de planche. Ça le fait toujours, hein. Et donc, Logan, évidemment, plonge dans la gueule du T-Rex. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il nous découpe le T-Rex à coups de griffes. Et ça nous donne cette superbe illustration d'un Logan qui s'extrait de l'estomac du T-Rex, toute griffe ensanglantée. Putain, il régale Mike Mignola, c'est vraiment super. Bon, le scénario de Walt Simonson, il sert la soupe à Mignola, hein, clairement. Enfin, je veux dire, on permet à Mignola de faire des super planches aussi, quoi. Le scénario est pas forcément extrêmement recherché, mais cette petite aventure avec le T-Rex permet à Logan de comprendre un truc, c'est qu'en fait, c'est pas un vrai T-Rex, c'est en réalité un robot. Et donc, il va essayer de remonter la piste d'où venait ce T-Rex. Et là, on va plonger dans la deuxième partie de l'aventure, où bah, Logan, pour le coup, revêt son costume euh, marron. Je restais sur l'illustration là encore. Putain, il y a des trucs là. Quand on voit le Diplodocus avec Logan et les quelques hommes préhistoriques qui s'avancent là, au premier plan, c'est fabuleux. Et donc son costume marron, qui est perso celui que je préfère, hein, c'est le meilleur costume ever de Logan. Et il s'enfonce dans une grotte d'où vient probablement le T-Rex. Et là, c'est un peu changement d'ambiance. C'est-à-dire que c'est rigolo la manière dont Walter Simonson gère le truc, c'est qu'une fois qu'il a revêtu son costume X-Men, ça n'est plus une jungle adventure, c'est qu'on revient dans une histoire plus liée aux X-Men. C'est-à-dire qu'il rentre en fait dans une base qui a l'air d'être très technologique. Et là, il se retrouve prisonnier d'Apocalypse. Alors, on apprendra par la suite que c'est pas le vrai Apocalypse. Et comment cet apocalypse-là se livre à des expériences pour essayer de créer des cyborgs à partir des hommes préhistoriques, à partir de ces êtres, des êtres primitifs de la Terre sauvage. Et donc, bah, évidemment, Gak n'a pas pu laisser son bien-aimé partir de cette façon-là, donc elle déboule dans cette histoire, ce qui va amener Wolverine à Serval, hein, je l'appelle Wolverine, vous voyez comme je me suis habitué à dire Wolverine, mais à l'époque on disait Serval, je vais essayer de dire Serval jusqu'à la fin. Et là il utilise son briquet, le fameux briquet, pour, pour fondre les liens qui le retiennent, et s'échapper et donc aller foutre une trempe à Apocalypse. Et c'est là que c'est assez rigolo. Donc c'est encore l'occasion du combat qu'on a vu donc hein, sur la couverture. Alors c'est marrant parce que là on est dans un milieu déjà plus technologique. Et c'est rigolo de voir finalement cette confrontation primitive techno. C'est vraiment bien géré par Mignola, je trouve. Et donc, bah, plus Logan va foutre sur la gueule d'Apocalypse, plus on va se dire, mais attends, mais comment ça se fait qu'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, et puis on comprend le poteau rose. En fait, ce n'est pas réellement Apocalypse, mais c'est un cyborg. Et en réalité, donc là, il déchiquette, hein. Logan, il y va. Donc le mec, il finit je veux dire, le cyborg, il est prêt à aller à la casse. Et
Donc Logan finit par comprendre le poteau rose. Là, il y a un hologramme d'Apocalypse qui apparaît. Il lui explique qu'en fait, c'était une copie de lui-même qu'il a envoyé dans la Terre sauvage pour réaliser ses missions. Puis il y a dû y avoir un bug dans la programmation de cet Apocalypse qui s'est mis lui-même à créer des cyborgs. Point à la barre, c'est la fin de l'aventure et c'est donc terminé. Logan détruit comment dire euh, la montagne qui servait en fait de base secrète à cet apocalypse. Et Logan s'en va en ULM. Point final, le petit vieux du début a raconté son histoire à l'assemblée. Et là, dans cette assemblée, qui voit-on? Petite cerise sur le gâteau, nous voyons Gak. Et dans les bras de Gak, il y a un petit bébé. Voilà, ce qui veut dire que Logan a semé sa petite graine en terre sauvage, si je puis dire. Et donc, il a un gamin en terre sauvage de manière tout à fait officielle dans la continuité Marvel. Et j'ai pas souvenir, alors vous me direz peut-être en commentaire, hein, n'hésitez pas, que ça ait eu une importance par la suite. C'est-à-dire que je suis pas certain que ça ait été utilisé par la suite dans les histoires Marvel. Il y a un autre élément qui est intéressant dans cette histoire, c'est que dans la base d'Apocalypse, à un moment donné, quand il est en train de se... comment dire, juste avant d'affronter Apocalypse, il trouve sur une table, il trouve un crâne en adamantium. Alors là, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes, je vous l'ai dit, en 90. Et à cette époque-là, Marvel n'a pas encore commencé à explorer les origines de Logan. Donc c'est marrant comme quoi Walter Simonson, il avance un truc intéressant là. C'est qu'il avance quelque chose qui est que bah, Logan pourrait être éventuellement lié à Apocalypse, puisque bah, ce crâne en adamantium, c'est pas tout à fait un hasard quoi, s'il est là. Et évidemment, ça ne sera pas utilisé par la suite, ça ne bougera pas, parce que bah, il va y avoir l'Arme X après, hein, le extraordinaire album l'Arme X. J'en ferai peut-être un podcast, un de ces quatre. En attendant, sachez qu'il y a une réédition là, il y a quelques mois chez Panini. Alors, je ne sais pas s'il en reste encore des exemplaires, mais une réédition en très grand format avec des planches en noir et blanc de Barry Windsor Smith qui est absolument fabuleuse. Vraiment craqué, quoi. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. À la limite, préférer cette version-là aux versions avec des couleurs épouvantables. Là aussi, il faudra que je fasse un podcast pour parler des couleurs de Weapon X, parce que là, c'est quand même du grand n'importe quoi. Et c'est pas Panini qui est à mettre en cause, c'est Marvel qui fait n'importe quoi avec les couleurs de Smith. Bon, bref, fin de la parenthèse, on en parlera une autre fois. Euh, donc c'est marrant comme quoi cette piste a été évoquée dans Jungle Adventure et puis après bah, on n'en reparlera plus jamais. Bon, sacrée aventure quand même, hein, cette Jungle Adventure de Mignola et de Walter Simonson, ça marche super bien quoi. Et puis, Luc Semic a rajouté deux autres épisodes, alors qui fonctionnent, je trouve, moins. C'est-à-dire que ce sont des épisodes du Punisher War Journal, scénarisés par Carl Potts et dessiné par Jim Lee. Alors, c'est du Jim Lee qui n'est pas ancré par Scott Williams, donc vous allez voir que on reconnaît un peu son style, mais on n'y est pas encore. Bon, ça reste du bon niveau hein, pour l'époque, hein. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être dégueulasse, hein, mais c'est pas le Jim Lee qui période X-Men, quoi, hein. Donc voilà, il est encore en cours d'apprentissage, on va dire. Cette histoire, elle est assez décevante. Je me faisais toute une joie parce que c'était la rencontre entre le Punisher et Wolverine, Serval. Et quelque part, moi, Punisher Serval, il y a une rencontre absolument fabuleuse à faire. Et je trouve que Karl Potts, bah, il passe à côté. Il passe à côté du truc. Euh, vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans l'histoire. Donc, on est sur l'épisode, je l'ai dit, 6 du Punisher War Journal. Euh, donc il sort d'une aventure et là Microchip, son collègue, enfin son assistant, lui dit bon, t'aurais quand même bien besoin de vacances. Tiens, je t'ai trouvé un truc. Il y a dans le comment dire en Afrique. Il y a une espèce de zone où il y a des dinosaures, il y a des chasses aux dinos qui sont organisées. Tu devrais aller voir là-bas s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Bon, euh, j'ai du mal à imaginer le Punisher en plein dans sa vendetta anti-mafia, faire une pause en mode tiens, je vais aller chasser le dino en Afrique, quoi. Enfin, c'est au Congo, plus précisément. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu capillotracté. De l'autre côté, on a
Serval qui se trouve à Madripour, hein, il a son rôle du borgne, hein, vous savez, à cette époque-là. Il tombe sur un pauvre type qui côtoie son bar avec une peau de léopard. Serval remonte la piste, il se rend compte que bah, donc, il y a un trafic de peaux de bêtes. Et donc il décide lui aussi de se rendre en Afrique pour remonter la piste de ce trafic de peau illégal. Et donc ça va être la raison, en fait, l'une des raisons pour laquelle les deux personnages vont se rencontrer. Ça va tourner autour d'une zone où il y a des dinosaures, où il y a un trafic de peau, où il y a aussi quelque part des autochtones qu'on a servis. Mais ce qui, bon, je vais pas faire le détail très précis de l'histoire, c'est assez décevant parce que en réalité, cette rencontre entre Serval et donc le Punisher, bah, c'est l'occasion pour Jim Lee de faire, allez, on va dire, deux, trois. Allez, dans le premier épisode, il y a deux, trois planches avec les deux personnages qui se rencontrent. Baston, hein. Bon, il y a un super gros coup de poing dans la gueule Non, même les lames sorties, hein, j'aperçois les lames. Un énorme coup de griffe de Wolverine, de Serval sur le Punisher. Bon, ok. Et puis, bah, le Punisher tombe dans l'eau. Après, Serval s'est barré. Et puis, le Punisher doit se battre contre des crocodiles. D'accord. Et puis, bah, quelque part, les personnages ne se... Si, ils se retrouvent un petit peu plus tard, j'allais dire une connerie. Ils se retrouvent un petit peu plus tard dans l'aventure, sur la partie finale. Re-coup de griffe, re-baston. Alors là, c'est marrant parce que le dessin de Jamie est chouette quand même. Serval donne un énorme coup de griffe sur le fusil mitrailleur du Punisher, ce qui l'empêche pas quand même de l'utiliser en mode fusil mitrailleur canoncillé. Donc il défonce Serval. Bon, mais bon, évidemment, hein, pouvoir guérisseur, machin, donc, tout va bien. Et ça sera à peu près tout. C'est-à-dire que c'est juste l'occasion de montrer, allez, deux coups de griffe, un coup de flingue, terminé. Voilà. Bon, le Punisher va résoudre cette histoire de trafic de peau, comment dire, de trahison aussi, parce qu'il y a une jeune femme qui est mariée à un type, mais en fait elle l'aime pas, elle l'utilise uniquement pour pouvoir justement faire ce trafic. Alors qu'elle était blonde, toute jolie, on aurait pu penser que c'était une gentille, mais non, en fait c'est une méchante. Voilà. Bon, cette partie-là de l'album, c'est pas la meilleure partie, sincèrement. Comme je le dis, hein, Semic aurait pu vendre juste Jungle Adventure, moi ça m'allait bien, mais ça reste quand même anecdotique. C'est dommage hein, de dire anecdotique pour une aventure qui réunit Serval et le Punisher quoi, à l'époque. Surtout que, a priori, c'est vendu comme étant la première aventure. Quand on regarde la couve de la version originale, c'est vendu comme étant Meeting for the first time and maybe the last. Hein, voilà. Euh, C'est-à-dire, ils se rencontrent pour la première fois, mais c'est peut-être la dernière. Bon, en fait, non, ce sera pas la dernière, il y en aura d'autres, je vous rassure, tout va bien. Mais voilà, on se termine avec des pubs, les pubs de l'époque. Alors moi, j'aime bien tomber sur les pubs de l'époque quand je relis mes vieux comics Lug, etc. Bon là, évidemment, on a une pub pour Spider-Man de Todd McFarlane, hein, un record absolu, 2 500 000 exemplaires. Rendez-vous compte, 2 500 000 exemplaires de comics vendus aux États-Unis. Et j'aime bien, donc le plus sémique, 4 épisodes par numéro, une présentation RCM, 88 pages. Blam, voilà. Ils indiquent pas le prix par contre. Je me souviens que c'était déjà un peu cher pour l'époque parce que j'arrivais pas à me les acheter, j'arrivais pas à demander, je trouvais pas moyen de le demander à mes parents. D'ailleurs, mes parents voulaient pas l'acheter parce que ça faisait un peu trop cher en termes de budget. Autre page pub, hey, hey, pour conquérir la mort, Thanos entreprend la quête des joyaux de l'âme. Un RCM signé Jim Starlin en vente au mois d'août et une autre épopée cosmique, le surfeur d'argent face au prédateur de l'espace, un top BD écrit par Stanley et Kev Pollard en vente au mois de juin. Donc là, c'était la partie cosmique hein, du truc. Et puis, on a une quatrième de couve qui bah, ne contient pas de pub, qui reprend en fait un des dessins comment dire, de l'album. Voilà pour le tour complet de cet album, mine de rien, je trouve assez indispensable, parce que c'est la rencontre entre deux grands, comme je l'ai dit au début, et puis, sincèrement, les dessins de Mignola régalent énormément. Alors, ils sont disponibles donc dans ce RCM, c'est le RCM numéro 30, comme je l'ai dit. Vous pouvez le trouver sur le marché de l'occasion, évidemment. Ces aventures ont été rééditées aux États-Unis, évidemment aussi, mais pas ensemble. Je crois pas en tout cas. Alors en France, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Alors Jungle Saga a été réédité dans la collection Epic
Non, Jungle Saga. Jungle Adventure de Mac Mignola a été réédité dans la collection Epic, là, mais qui s'est arrêtée. Cette collection s'est arrêtée parce que bah, ça se vendait pas assez. Je crois que c'est un des derniers tomes de cette collection. Donc on trouve Jungle Saga dans ce tome-là. Euh, mais de toute manière, les intégrales vont pas tarder à arriver dans ces années-là. Donc j'ai cru lire sur les réseaux sociaux le community manager de Panini qui expliquait qu'on allait retrouver Jungle Adventure dans les intégrales, donc il n'y a plus qu'à patienter un tout petit peu. Si ça se trouve, c'est peut-être même déjà fait parce que j'ai pas regardé le contenu de la prochaine intégrale Wolverine, mais si ça se trouve, c'est peut-être déjà prévu. Le Punisher War Journal, bah ça va aussi revenir, quoi. Enfin, je veux dire, de toute manière, Panini a entrepris de publier du Punisher en intégrale, donc ça va arriver aussi. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre collecte, si vous ne trouvez pas un prix décent, parce que là, attention, il peut y avoir de la spéculation aussi sur ce genre de titre,